Binge Audio. Dans son essai « Politiser le bien-être », ma consoeur Camille Test, qui par ailleurs anime l'excellent podcast Encore Heureux, s'intéresse à cette avalanche d'injonctions qui, dans le monde occidental, font du self-care la réponse idéale pour affronter les vicissitudes de la vie moderne. Du yoga pour éviter de penser à ce burn-out qui nous guette, des retraites de méditation pour chasser l'image de la catastrophe climatique, du crossfit pour ne pas trop réfléchir à la mort qui nous guette aussi, et à la démocratie qui se casse la gueule. Résultat, on masque souvent des problèmes structurels, collectifs, derrière des solutions individuelles, voire individualistes. Heureusement, il y a des alternatives, des voix qui s'élèvent pour dire que certes, l'objectif d'aller bien ou d'aller mieux part d'une intention louable, mais que justement, la démarche mérite qu'on ne l'abandonne pas à une industrie du bien-être parfois très pernicieuse. C'est tout le sujet d'un autre livre passionnant, une bande dessinée signée par l'autrice suédoise culte Liv Strömquist, qui, comble du bonheur, est venue passer un petit moment dans nos studios pour parler self-care, santé mentale, voleur d'énergie et perte du sentiment collectif. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Liv Strömquist, si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire l'une de ses BD, est sans doute une des autrices les plus passionnantes de ce début de 21e siècle. Que ce soit son premier livre, L'origine du monde, ou les plus récents I'm Every Woman ou La rose la plus rouge s'épanouit, ces BD sont de véritables essais profonds et étayés, mais sont aussi marrantes, surprenantes et touchantes. Sa dernière en date, publiée comme toute son œuvre aux éditions Rackham pour la version française, s'appelle « La pitié vous parle ». Il y est question, entre autres, d'experts, de coachs, du besoin de tout contrôler et, vous l'avez compris, du business, du bien-être. Et pour démarrer notre discussion, j'ai commencé par demander à Liv Strömquist quel avait été le point de départ de ce nouveau livre. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de regarder la télévision et il y avait un médecin suédois qui donnait des conseils de santé dans une émission. Et un de ses conseils, c'était « Lorsque vous cuisinez et que vous allez vérifier la cuisson de votre plat dans le four, profitez-en pour faire un squat en vous baissant pour regarder. » when you look at your food. So this type of advice. Et ce genre de conseil illustre bien une tendance de plus en plus répandue avec l'optimisation de chaque aspect de notre existence, notre temps, notre corps, etc. Et j'avais l'impression que ces discours devenaient de plus en plus mainstream et de plus en plus présents dans nos vies, donc j'ai eu envie de questionner ça. Mainstream and more part of everyone's life, so I just wanted to examine it critically. Ce que vous montrez, c'est que nous sommes en permanence submergés de conseils et surtout, en fait, de conseils non sollicités. Yeah, absolutely, yeah. And it's something that there is an industry around advice. Oui, tout à fait. Il y a toute une industrie du conseil, surtout sur les réseaux sociaux, avec des créateurs de contenu qui basent tout leur travail sur l'art de donner des conseils. Et en réalité, ce n'est pas une réponse à un besoin réel. Mais c'est comme s'il n'y en avait jamais assez. Si un marché existe pour toujours plus d'astuces, alors on continue d'en inventer. Un conseil pour chaque domaine, chaque aspect de la vie, chaque petit détail à améliorer, et c'est infini. So that's why you never hear anyone who say. Et c'est pour ça qu'on n'entend jamais quelqu'un dire « À 25 ans, j'ai atteint tout mon potentiel. Depuis, je n'ai plus besoin de rien faire, je suis au sommet de moi-même. » Personne ne dit jamais ça, parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, une nouvelle manière d'être meilleur. You never hear anyone say anything like this. It's because there's always something you can do better and better and better and better and better. Ces conseils, ils viennent répondre en fait à notre besoin de contrôle, qui lui-même vient d'une peur ancestrale, c'est ce que vous racontez, Liv, dans votre livre, c'est la peur de la mort. It's a big problem for us as humans. Je veux dire, c'est un gros problème pour nous en tant qu'humains parce que nous savons que nous sommes mortels et donc que nous allons mourir. Et notre culture ne nous donne aucun bon moyen de gérer cette angoisse existentielle. Tension around this in our culture, and we don't have any good way to deal with the end of everything. But maybe one way to deal with it is to try to control every little. Alors on essaye de tout contrôler dans les moindres détails, ce qu'on mange, notre entraînement sportif, nos heures de sommeil, tout ce qu'on fait à chaque instant. But sometimes when you try to control certain things, they escape from you, so. Et ça nous donne l'illusion de maîtriser les choses. Mais parfois, quand on essaye de tout contrôler, certaines choses nous échappent. Par exemple, si on prévoit de passer un super moment, qu'on organise tout, il y a de très grandes chances que l'on soit déçu.
Car s'amuser, être émerveillé, avoir des frissons, ce sont des choses qui ne se décrètent pas. Tout ça, ce sont des expériences qui ne se planifient pas, qui échappent au contrôle. Really in awe of something or having like goosebumps before something really emotional happens, or all of these things are things that are unplannable, and uncontrollable. Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est que vous vous attaquez à des concepts qui sont quand même plutôt complexes. Comment est-ce qu'on illustre, comment est-ce qu'on dessine ces idées qui ne sont pas toujours simples ? Try to make J'essaye de faire des dessins assez simples, conçus pour aider les lecteurs à comprendre et à suivre plus facilement. meant to help the reader to understand and make it a little bit easier to follow. So for me, it's to make comics about this. Pour moi, faire de la BD sur des idées philosophiques complexes, c'est aussi une façon de me les expliquer à moi-même, un peu comme si je prenais des notes. Almost like taking notes. If you Quand je veux saisir une idée compliquée, je me demande, est-ce que je peux l'expliquer comme ça ? Et parfois, le dessin aide. Parfois, je me dis que je devrais simplement écrire un essai ou un roman, mais ça finit toujours par devenir une BD. Je commence par écrire, et puis je me mets à dessiner, et ça prend cette forme naturellement. To be a comic anyway. So it's like I can start with just writing text, but then I just start to make it like a comic. And I don't know why. I also liked just a combination of drawing and writing. Je crois que j'aime simplement cette combinaison entre écriture et illustration. L'écriture demande une concentration particulière qui peut être fatigante, et c'est agréable d'avoir des moments où l'on dessine, où l'on fait autre chose. Il y a aussi des choses que le texte ne peut pas toujours exprimer. C'est un cliché, mais on dit souvent qu'un dessin vaut 1000 mots. Like the cliché that drawing says more than one drawing says more than 1,000 words. But like for example, in the end of this book, there are Par exemple, à la fin de ce livre, il n'y a plus que des images. Elles laissent place à l'interprétation du lecteur sans imposer une conclusion précise. C'est pas une fin fermée avec une réponse toute faite, mais plutôt une ouverture. Chacun peut regarder ces images et en tirer sa propre interprétation. This at the end of the book, it's just like you can look at these pictures and kind of draw your own conclusions. Pour en revenir au fond du livre, vous montrez très bien à quel point le bien-être, la santé mentale, le développement personnel, tout ça c'est devenu des business. It becomes an industry. When it comes to mental health, for example. Oui, ça devient une industrie. Et ça touche aussi la santé mentale. Au premier abord, on pourrait penser que c'est très bien de parler de santé mentale, de trauma et notamment des traumatismes de l'enfance. Mais en suivant de nombreuses personnes sur Instagram qui abordent ces sujets, des coachs autoproclamés en santé mentale, j'ai remarqué une mécanique particulière. Leur but, évidemment, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible, de rassembler un maximum de gens qui se reconnaissent dans leur discours. L'un des exemples que j'ai en tête, c'est cette coach dont je parle dans le livre qui affirme n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui n'ait pas de trauma. Selon elle, tout le monde a un traumatisme d'enfance, il suffit juste de le chercher et de l'identifier. Et en partant de ce principe, n'importe quel événement, même anodin, peut être qualifié de traumatisme. Ensuite, une fois que vous avez identifié votre trauma, il faut suivre ces conseils pour guérir. Et bien sûr, dans le cas que j'évoque, la guérison passe par un programme payant, un cercle privé où l'on vous promet de vous auto-guérir. Tout repose sur le prétexte de la santé mentale, avec l'idée que pour être en bonne santé, il faut d'abord se percevoir comme quelqu'un de blessé, abîmé, admettre que tout le monde est malade, avant de miracle, tous pouvoir être sauvés, moyennant finance bien sûr. Et franchement, je trouve ça inquiétant. Et le paradoxe, comme vous l'expliquez, c'est que si tout le monde est traumatisé, alors potentiellement tout le monde est traumatisant, mais en réalité personne ne s'intéresse à comment faire pour ne pas traumatiser les autres. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de livres de développement personnel et certains ont des angles assez particuliers. Par exemple, un auteur suédois a publié toute une série de livres au titre évocateur. Par exemple, il y a Entouré de narcissiques, Entouré de voleurs d'énergie, Entouré de je sais pas quoi. Bref, l'idée est toujours la même. Identifier les autres, les classer dans la catégorie de toxiques et apprendre à s'en protéger. Car ces gens seraient des voleurs d'énergie, des narcissiques, des psychopathes, etc. Mais si ces profils sont si répandus que ça, au point qu'on est littéralement entouré d'eux,
Alors pourquoi il n'existe pas de livres qui s'adressent directement à eux? Pourquoi on n'a pas de livres comme « Et si c'était toi le narcissique ?» ou « Comment arrêter de voler l'énergie des autres ?» ou encore « Conseils pour cesser d'être un connard ?» Mais évidemment, un tel livre ne fonctionnerait jamais commercialement. Ce n'est pas très flatteur de se dire « Et si le problème c'était moi? Et si, à mon insu, j'étais en train de blesser les autres ?» Petite parenthèse pour préciser qu'il existe de fait en français un livre qui ne s'appelle pas « Comment arrêter d'être un connard » mais « Comment devenir moins con en 10 étapes ». Il est sorti aux éditions Hors d'atteinte. Il est signé par l'auteur Quentin Delval. Il a été reçu par Naomi Titi dans Les couilles sur la table pour 2 épisodes que je vous invite à écouter. Et ce type de propos entretient un mythe, celui d'une vulnérabilité extrême et d'un monde rempli de menaces. Tout devient une question de protection contre les autres au lieu d'une remise en question sur la façon dont on interagit avec eux. Et franchement, je pense pas que ça soit une bonne chose pour la société. Le côté pervers de tout ça, c'est que c'est aussi une façon d'installer l'idée que finalement l'individu vaut mieux que le collectif, voire que le collectif est carrément dangereux. Yeah, absolutely. And it's like Absolument. Et c'est aussi une manière de faire peser la responsabilité de chaque problème uniquement sur l'individu. Par exemple, si on prend le stress, c'est un problème bien réel. Beaucoup de gens se sentent écrasés par la pression du travail, par l'accélération du temps, par l'exigence de performance. Mais quand on cherche des solutions, on tombe toujours sur les mêmes conseils de développement personnel. Méditer, faire du yoga, manger plus sainement, porter une montre connectée qui analyse son sommeil. Bref, toute une panoplie d'outils pour gérer son stress. Mais on n'entend quasiment jamais ces mêmes experts parler de solutions structurelles. Pourtant, si on améliorait les politiques du logement, peut-être que les gens ne seraient pas aussi stressés à l'idée de devoir déménager tout le temps. Si on facilitait la vie des mères célibataires qui peinent à joindre les deux bouts, si on garantissait de meilleurs salaires, si on améliorait les conditions de vie dans certains quartiers précaires, est-ce qu'on réduirait pas aussi et bien plus efficacement le stress? Problems with security and money and stress over their kids' safety and food and all of this. But like to idea, for example, to reduce stress in society, we have to make structural changes. You don't really hear about this type of solutions against these psychological problems that. Le problème, c'est que ces questions psychologiques ont souvent des racines matérielles. Mais au lieu de parler d'actions collectives, de réformes sociales, on nous vend des solutions individualistes. Calculer ses heures de sommeil ou compter ses pas. Cooperation, needs collective action and not just like everyone starting to measure their sleep, measure their steps. Moi, ce qui m'a frappé, Liv, c'est que derrière cette façade de positivité et d'injonction à être heureux, épanoui, etc., il y a surtout énormément de solitude et énormément de tristesse. Yeah, absolutely. I think that there was one Norwegian journalist. Oui, il y a une journaliste norvégienne qui m'a posé une question intéressante à laquelle je n'avais pas pensé avant, mais qui m'a vraiment frappée. Elle m'a demandé, vu que dans mon livre je parle de la mort, si j'avais choisi de parler des réseaux sociaux, car scroller c'était un peu comme être mort. Au début, j'ai pas compris où elle voulait en venir, mais elle m'a expliqué. Elle m'a dit, c'est parce que sur les réseaux sociaux, on est complètement passif. On observe comme si on était mort, comme si on était à l'extérieur de tout ça. On regarde la vie qui se passe ailleurs, sans y participer. Et j'étais d'accord avec elle. Et je pense que tout ça a un réel impact sur nous. Malheureusement, les réseaux sociaux ont complètement redéfini notre manière de nous relier les uns aux autres. Ils ont intensifié ce sentiment d'isolement, de solitude et ont rendu de plus en plus difficile une connexion authentique. Tout ça, ça profite à plein d'influenceurs et d'influenceuses, vous en mentionnez plusieurs, et notamment plusieurs fois l'actrice Gwyneth Paltrow, qui est devenue, elle, une vraie star du développement personnel. She is a big proponent of this self-help strategies and so on. C'est une grande adepte du développement personnel. Et lorsque la guerre à Gaza a éclaté, elle est allée sur Instagram et a affirmé que la meilleure chose à faire, c'était de préserver sa santé mentale. Il fallait se déconnecter, ne pas s'impliquer, ne pas interagir.
simplement chercher à être en harmonie avec soi-même. Car selon elle, notre propre harmonie influence celle des autres. En gros, la seule chose sur laquelle nous avons du pouvoir, c'est nous-mêmes et notre bien-être. Et il faut se sentir bien pour pouvoir aider. C'est un parfait exemple de cette idéologie qui consiste à penser que notre propre bien-être est la seule chose que l'on puisse vraiment maîtriser. That's a good example of this ideology, like to think that my own well-being is the only thing that is possible to do. It doesn't only have to do with social media, it has to do with a lot of things where... Et ce repli sur soi ne concerne pas seulement les réseaux sociaux. Il s'étend aussi sur d'autres aspects de la vie avec la disparition des lieux de rencontre et d'échange. Par exemple, dans ma ville, là où on parlait autrefois à une personne pour emprunter un livre, maintenant on passe par une borne automatique. In my city where they change a lot of things where you used to talk to a human being. They replace it with a machine. For example, in the library, that you can just borrow your book in a machine. So like a lot of areas where people used to just... Petit à petit, ces moments d'échange disparaissent et je pense que c'est un problème majeur. Common and I think that's a huge problem. Ça va de pair, tout ça, avec une autre injonction qui est celle d'être unique, d'être, comment dirais-je, à part. Il y a une pression de plus en plus forte à être unique, à valoriser son authenticité, à faire exactement ce qu'on ressent, à suivre son propre chemin. Mais cela peut être un vrai frein pour les organisations collectives parce que dans ce type de structure, comme les syndicats par exemple, on doit coopérer avec des gens qui sont très différents de nous, qui ont des valeurs différentes. L'important, c'est d'avoir la même position dans le marché du travail et de pouvoir agir ensemble pour provoquer des changements structurels. Mais je pense que beaucoup de gens, bien qu'ils soient passionnés par la politique et désireux de changer les choses, ne veulent pas rejoindre une organisation, car ils estiment que cela ne leur correspond pas complètement. Ils ne s'y sentent pas à leur place, ils n'aiment pas les gens qui en font partie, peut-être qu'ils les considèrent comme des voleurs d'énergie ou qu'ils les jugent toxiques ou problématiques. Mais à un moment donné, peut-être qu'il faut mettre notre authenticité de côté si on veut faire advenir de réelles transformations politiques. Maybe you, yourself and your own uniqueness is not so important. You know, maybe you can drop it for a while and just like do some in order to be able to really some political change happening, you know. D'autant plus que cette idée d'unicité, elle fonctionne avec un autre concept, un concept ultralibéral que tout le monde connaît, qui est celui en gros du quand on veut, on peut. L'idée de dire que si on a la volonté, on peut tout réussir. Et évidemment, on oublie toujours de mentionner le contexte social des gens qui prônent ce genre de choses. I think that the more money people have and the more successful they are, plus les gens sont riches et puissants, plus ils semblent déterminés à propager cette idéologie selon laquelle tout le monde peut y arriver, à condition de rêver grand, de travailler dur, de suivre les bonnes méthodes. Comme si leur fortune et leur influence ne suffisaient pas, ils veulent aussi donner l'impression que tout cela est le fruit de leur seul travail. Beaucoup d'entre eux, après avoir fait fortune dans les affaires, se recyclent en coach en réussite et répètent en boucle que n'importe qui peut réussir. Mais évidemment, c'est faux. Si tout le monde devenait milliardaire, l'argent perdrait toute sa valeur. I mean, you just like think about the possibility that everyone should be a billionaire. Like it's not possible, you know. Then the money would be worth nothing. I mean, it's the whole idea of this is that someone has a lot and leur richesse repose précisément sur cette inégalité. Certains ont beaucoup et d'autres n'ont rien. Cette rhétorique est non seulement mensongère, mais elle culpabilise ceux qui n'y arrivent pas en leur faisant croire que s'ils échouent, c'est uniquement parce qu'ils n'ont pas assez travaillé ou pas assez cru en eux. Oui, ou qu'ils ne l'ont tout simplement pas mérité. La dernière chose que je voulais vous demander, Liv, c'est votre sentiment vis-à-vis de la période qu'on traverse, notamment d'un point de vue politique. Moi, j'ai l'impression qu'on assiste, et vous me direz ce que vous en pensez, à la victoire de ce système et que nous, on est un peu démunis.
I know. It's really depressing, it's really horrible. C'est vraiment déprimant, c'est terrible. On est de plus en plus choqués. Comment tout cela est possible ? Et c'est pas un phénomène isolé. Il y a les États-Unis qui en sont l'exemple le plus flagrant avec Elon Musk et tous ces milliardaires de la tech. Mais partout en Europe, les gouvernements d'extrême droite commencent à s'installer. Alors on verra bien si cette tendance finit par s'inverser. Espérons-le. So, let's see what happens. If the tides are going to turn, I don't know. Let's hope so. Merci à Liv Strömquist pour ses réponses. Son dernier livre, il s'appelle La pitié vous parle et il est dispo, on l'a dit, aux éditions Rackham. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Merci à Lise Niederkorn qui a assuré la traduction de cet épisode. C'est Mathieu Thévenon qui l'a réalisé et c'est Paul Berthiaud qui a fait la prise de son. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.